Paris, janvier 1836. Barrière Saint-Jacques, dans les premières lueurs blêmes de l'aube hivernale. 21 000 spectateurs se pressent malgré le froid glacial. Bourgeois en redingote, ouvriers en blouse, femmes du monde dissimulées sous leur voile. Tous hypnotisés par un homme qui va mourir dans quelques minutes à peine, mais pas n'importe quel homme. Pierre-François Lacenaire est le premier criminel de l'histoire à transformer ses crimes en véritable manifeste politique. Sa prison en salon littéraire mondain, son procès en représentation théâtrale captivante. Lacenaire incarne une énigme troublante qui défie toute logique. Comment l'intelligence la plus raffinée peut-elle délibérément choisir le mal ? Comment la culture littéraire peut-elle enfanter le monstre le plus redoutable ? Pour comprendre cette énigme fascinante, nous devons écouter celui qui l'a le mieux observé dans ses derniers mois d'existence. Un homme ordinaire qui s'est retrouvé chargé de recueillir les derniers secrets de cette âme damnée. L'autopsie psychologique d'un criminel révolutionnaire commence maintenant. Si cette plongée dans les ténèbres de l'âme humaine vous intrigue, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Ici, les criminels ne meurent jamais vraiment. Ils revivent éternellement dans nos récits. Cette précocité remarquable dans l'analyse des rapports de force familiaux frappe tous ceux qui l'approchent. Lacenaire enfant possède déjà cette intelligence froide et analytique qui caractérisera plus tard sa carrière criminelle. Au collège tenu par les frères des écoles chrétiennes de Saint-Chamond, le jeune Pierre-François excellait dans absolument toutes les matières enseignées. Latin, grec ancien, rhétorique française, mathématiques. Il remporte 4 prix consécutifs lors de la distribution solennelle de 1815. Mais plus il brillait intellectuellement, plus il développait un esprit critique qui dérangeait profondément ses maîtres et sa famille. La catastrophe survient cette même année. Un camarade de classe rapporte malicieusement à son père qu'il a tenu en récréation des propos ouvertement favorables au protestantisme. Scandale absolu dans cette famille catholique traditionnelle. Exclusion immédiate du collège, sans discussion possible. Direction forcée le petit séminaire d'Alix, dans l'Ain, pour redresser définitivement son caractère rebelle. Là-bas, nouvelle révélation amère pour l'adolescent. L'hypocrisie religieuse s'avère généralisée chez ses éducateurs. En 1818, à 15 ans, il prend naturellement la tête d'une révolte d'élèves contre la brutalité d'un surveillant. Nouvelle exclusion immédiate. Cette fois, son père tranche définitivement et sans appel. Fini les études supérieures et les rêves de grandeur. Direction l'atelier familial comme simple ouvrier manuel. Ce jour précis, monsieur Lebray, quelque chose d'essentiel s'est brisé en moi, définitivement et sans retour possible. Cette punition paternelle impitoyable brise quelque chose d'irréparable dans l'âme du jeune Lacenaire. Lui qui se destinait naturellement aux professions libérales, avocat, médecin, homme de lettres, se retrouve brutalement condamné au travail manuel le plus ingrat. Une chute sociale vertigineuse qui va nourrir sa haine de classe pendant toutes les années à venir. Mais un monde nouveau l'attend déjà, un monde parisien qui le façonnera autant qu'il tentera de le détruire. Dans cet atelier de soirée familiale, Lacenaire a vécu ce qu'il appelait lui-même sa première mort psychologique. 16 ans à peine, les mains constamment écorchées par les fils de soie coupants, les poumons progressivement emplis de poussière textile, l'esprit peu à peu engourdi par la répétition mécanique des gestes. Chaque soir, il remontait dans sa mansarde glaciale sous les toits de la maison familiale. Pendant ce temps-là, en bas dans le salon bourgeois, son frère Jean-Louis recevait élégamment ses amis cultivés pour de brillantes conversations littéraires et politiques. C'est dans cette solitude forcée et humiliante qu'il commence à écrire ses tout premiers poèmes. Des vers sombres, emplis d'une rage froide dirigée contre cet ordre social qu'il écrasait méthodiquement. Quand ses parents découvrent par hasard ses écrits subversifs, nouvelle colère paternelle prévisible. En 1824, à 21 ans, il prend enfin la décision de fuir définitivement le carcan familial. Direction Paris, la capitale de tous les rêves et de toutes les ambitions. Il a en poche ses maigres économies personnelles et une ambition absolument dévorante. Conquérir enfin la gloire littéraire, pour humilier publiquement tous ceux qui l'ont rejeté. Paris, éternelle capitale des illusions perdues et des espoirs brisés. Lacenaire s'installe dans le quartier latin estudiantin, dans une mansarde de 6 mètres carrés sous les combles.
Ses premiers succès littéraires l'éblouissent. Articles publiés dans de petites revues, poèmes applaudis dans les cafés, vaudeville représentés au théâtre des variétés. Mais cette gloire naissante reste précaire et les droits d'auteur dérisoires ne suffisent pas à assurer une existence décente. Pour la première fois de mon existence, j'avais enfin du pouvoir social réel, me confiait-il lors de nos entretiens. Mais ce pouvoir restait terriblement précaire, entièrement bâti sur du sable mouvant. Les dettes commencent à s'accumuler dangereusement. Créanciers harcelants, propriétaires menaçants d'expulsion. En 1826, acculé financièrement, il prend une décision aussi radicale que désespérée. Il s'engage volontairement dans l'armée sous une fausse identité soigneusement préparée. C'est à ce moment précis que Pierre-François Lacenaire meurt civilement pour la première fois. Naît Pierre Gaillard, soi-disant fils de cultivateur ardéchois. L'armée de cette époque, Monsieur Lebray, quelle parfaite école de la violence organisée. Ses qualités intellectuelles évidentes le font rapidement remarquer par ses supérieurs. Fourrier, puis sous-officier en quelques mois seulement. Mais il ne supporte absolument pas la discipline aveugle, l'obéissance sans discussion, la hiérarchie militaire stupide. Première désertion en 1827, rattrapé par la maréchaussée, emprisonné, châtié, puis nouvelle fuite à la première occasion. Ce cycle répétitif de transgression-punition lui révèle une vérité essentielle sur sa propre nature. Il est fondamentalement fait pour la marginalité sociale. 1828. Lacenaire réussit enfin sa fuite définitive vers les États pontificaux italiens. Installé à Modène comme précepteur français dans une famille noble locale, il croit sincèrement pouvoir retrouver une existence normale et paisible. Illusion tragique qui ne durera que quelques mois. Un autre Français de passage m'avait reconnu à Modène, sous ma fausse identité. Me racontait-il avec ce détachement glaçant qui ne le quittait jamais. Cet homme me faisait ouvertement chanter, menaçait de me dénoncer aux autorités comme déserteur si je ne lui versais pas une forte somme d'argent. Face à ce chantage révoltant, Lacenaire réagit selon les codes d'honneur de l'époque. Il propose à son maître chanteur un duel au pistolet, selon les règles traditionnelles. Rendez-vous pris à l'aube dans un bois isolé près de la ville. Les témoins officiels présentent les armes chargées aux deux adversaires. Ils se placent dos à dos, s'éloignent de quelques pas mesurés, puis se retournent au signal convenu. Deux détonations simultanées retentissent dans le silence matinal. L'autre homme s'écroule immédiatement, touché mortellement en pleine poitrine. Lacenaire reste debout, parfaitement indemne. Ce qui m'a le plus glacé le sang dans son récit, c'était le ton absolument neutre qu'il employait pour me décrire cette scène. Aucune émotion perceptible, aucun trouble apparent, comme s'il me parlait de la météorologie du jour. Ce matin-là, Monsieur Lebray, j'ai définitivement découvert que je pouvais tuer un être humain sans éprouver le moindre état d'âme. Cette révélation personnelle allait complètement changer le cours de mon existence. Premier meurtre accompli. On observe déjà chez Lacenaire ce détachement clinique, cette indifférence psychologique qui le caractérisera désormais. Il ne tue pas dans un accès de passion aveugle comme les criminels ordinaires, mais avec une froideur calculée qui fascine autant qu'elle terrorise tous ses contemporains. Une nouvelle personnalité criminelle vient de naître, et elle va bientôt révolutionner l'univers du crime français. Il retourne en France et se présente sous une nouvelle fausse identité. C'était facile en ce temps-là, mais on peut dire que quelque chose avait changé. De retour en France, Lacenaire adopte une nouvelle fausse identité. Louis Maossier, commis voyageur marseillais. Mais quelque chose avait définitivement changé en lui après ce premier meurtre en Italie. Ce premier meurtre m'avait libéré, Monsieur Lebray, me confia-t-il avec ce calme troublant qui ne le quittait jamais. Il reprend ses habitudes parisiennes, les maisons de jeu du Palais Royal deviennent son terrain de chasse privilégié. Il y pratique la tricherie avec méthode, scientifiquement même. Non par cupidité, précisait-il toujours, mais par ce qu'il appelait une forme de justice personnelle. Pendant plusieurs mois, il mène un train de vie princier grâce à ses gains frauduleux. Tailleur de luxe, restaurant raffiné, salon mondain. Il était devenu ce dandy mystérieux que tout Paris admirait et que les femmes se disputaient. Mais en 1829, la roue tourne brutalement. Arrêté pour vol de cabriolet, il commet alors l'acte le plus révélateur de sa psychologie complexe. Il se dénonce lui-même pour le duel de Modène. Un suicide social, Monsieur Lebray.
Puisque cette société me rejetait malgré mon talent, j'allais la forcer à me reconnaître, par le crime. Direction la prison de la Force, dans le Marais. Paradoxalement, Lassner va y trouver ce qu'il cherchait depuis toujours, sa vraie famille sociale. Non plus les bourgeois hypocrites qu'il méprisait, mais les criminels authentiques, qui assumaient pleinement leur marginalité. Il me parlait de ses compagnons de prison avec une forme d'affection que je ne lui avais jamais vue pour personne d'autre. Pierre-Victor Avril, menuisier intelligent de 25 ans. Jean-François Chardon, dit Tante Madeleine, vieux patriarche de la pègre parisienne. Ces noms reviendront plus tard. Dans le sang. Ces hommes m'ont révélé une vérité fondamentale, me disait-il. Nous formions une contre-société avec ses valeurs propres, plus authentique que le monde bourgeois, parce que sans hypocrisie aucune. Il évoquait aussi sa rencontre avec Béranger, le grand chansonnier républicain, lui aussi détenu pour délit de presse. Cet homme admirable avait lu ses poèmes et les avait appréciés. Béranger m'a dit « Dommage qu'un tel esprit ait choisi la voie du crime. Mais il se trompait, monsieur Lebray. Je n'ai pas choisi le crime. C'est la société qui m'y a poussé par ses injustices répétées. » Septembre 1830, libération conditionnelle. Lassner sort de prison métamorphosé. L'apprenti criminel est devenu un professionnel doté d'une théorie révolutionnaire. Le crime comme acte politique, la violence comme langage ultime de justice. Bientôt, l'encre ne suffira plus à exprimer sa révolte. Elle sera remplacée par le sang. Si vous voulez que je continue à exhumer ces histoires oubliées des archives criminelles, soutenez cette chaîne en laissant un pouce vers le bas et un commentaire. C'est votre façon de nourrir l'ombre qui veille sur ces récits. Sa libération coïncide avec les journées révolutionnaires de juillet 1830. Tandis que le peuple parisien chasse Charles X du trône, Lassner organise sa propre révolution personnelle, bien plus radicale encore. Il tente d'abord quelques tentatives de réinsertion sociale, écrivain public, puis clerc chez un avoué. Mais après avoir goûté à ce qu'il appelait la liberté carcérale, ses emplois honnêtes lui procurent un ennui mortel. Chaque vol serait désormais un acte de guerre contre l'ordre bourgeois, me confiait-il en décrivant sa philosophie criminelle naissante. Entre 1831 et 1834, lui et ses complices multiplient les coups d'éclat dans tout Paris. Mais Lassner apporte à ses activités une dimension entièrement nouvelle. La planification scientifique, l'analyse psychologique des victimes, l'esthétisation pure et simple du crime. Nos opérations étaient de véritables œuvres d'art, monsieur Lebray. Chaque vol était pensé, calculé, exécuté avec la précision d'un balai. Mais en 1834, la tension atteint son paroxysme dans l'équipe. La police du préfet de l'Essert les traque activement. Leurs noms circulent dans tous les rapports d'enquête. C'est alors que Jean-François Chardon commet ce que Lassner considère comme l'impardonnable. Il prend contact avec les indicateurs de police. La délation, monsieur Lebray, dans notre code d'honneur criminel, c'était le crime suprême, celui qui ne pardonnait jamais. Chardon devait mourir. Cette trahison annoncée déclenche la phase la plus sanglante de la carrière de Lassner. Fini le vol élégant ou l'escroquerie raffinée. Place au meurtre prémédité, froidement calculé. Une escalade parfaitement logique dans sa guerre personnelle déclarée contre la société. Le 14 décembre 1834. Cette date résonne encore dans ma mémoire comme un glas funèbre. Le passage du Cheval Rouge, près de la Bastille, un boyau sordide de 100 mètres à peine, large de 3, où s'entassait la population la plus misérable de Paris. C'est là que vivaient Chardon et sa mère, une vieille femme impotente de 75 ans. Ce qui suivit, Lassner me l'a raconté avec un détachement qui me glace encore aujourd'hui. L'approche fut amicale, monsieur Lebray. Conversation anodine sur nos affaires en cours. Chardon s'est détendu, a même proposé un verre de vin, puis l'agression a commencé. Le tire-point d'Avril frappant la tempe de Chardon, la continuation méthodique des coups. Le sang qui giclait sur les murs lépreux, formait des flaques poisseuses sur le plancher disjoint. La vieille mère qui entendait le bruit, qui appelait son fils d'une voix faible. Il fallait éliminer ce témoin gênant. 2 morts en 10 minutes, monsieur Lebray. Du travail propre et efficace. Cette absence totale d'émotion dans son récit, elle me hantera jusqu'à ma propre mort. Ce jour-là, le dandy de salon mourut définitivement. Il ne restait plus que le monstre en redingote de velours. Mais l'échec guettait déjà. Rue Montorgueil, tentative ratée contre le jeune Genevois. François, pris de panique,
le trahit à son tour. L'étau policier se resserre inexorablement autour de Lassner. C'est à ce moment précis de l'histoire que j'entre véritablement dans le récit. Chargé officiellement de transcrire ses dépositions et ses mémoires, je découvre un homme qui révolutionne complètement l'image traditionnelle du criminel. Sa cellule de la conciergerie se transforme rapidement en le salon littéraire le plus couru de tout Paris. Journalistes en vue, avocats célèbres, femmes du grand monde, tous se disputent une audience privée avec le poète assassin. Ses aveux détaillés sidèrent littéralement les magistrats instructeurs. Jamais auparavant, il n'avait entendu un prévenu analyser si froidement ses propres motivations criminelles, développer une véritable sociologie scientifique du crime. Chaque matin, pendant 3 mois entiers, je transcrivais religieusement ses explications sur la façon dont cette société hypocrite fabriquait méthodiquement ses propres monstres. Ces mémoires, que nous rédigeons ensemble page après page, constituent le premier témoignage direct jamais recueilli d'un criminel sur sa propre psychologie. Une innovation autant littéraire que criminologique. Novembre 1835, ouverture du procès. Jamais dans l'histoire judiciaire française, une audience criminelle n'avait suscité un tel engouement mondain. Lassner va transformer ces débats en véritable représentation théâtrale où il tient évidemment le premier rôle. Le rideau se lève sur cette ultime performance, mais Lassner compte bien écrire lui-même la dernière réplique de sa propre tragédie. J'assistais à toutes les audiences depuis la table réservée aux greffiers. Le spectacle était saisissant de bout en bout. Refus catégorique de toute comédie victimaire de sa part. Revendication pleine et entière de ses crimes les plus sordides. Mes crimes ne sont que la réponse logique et nécessaire aux crimes de cette société, clame-t-il devant l'assistance médusée. Son avocat commis d'office plaide la folie pour tenter de lui sauver la vie. Il s'insurge immédiatement. Quelle insulte à mon intelligence. Je suis parfaitement lucide et maître de mes actes. Il va même jusqu'à réclamer publiquement la peine de mort pour ses complices, qui l'ont trahi. Cette cohérence absolue maintenue dans l'horreur. Elle fascinait littéralement l'assistance des grands jours. Le verdict tombe le 23 novembre. Pierre-François Lassner et Pierre-Victor Avril sont condamnés à mort. François écope du bagne à perpétuité pour avoir collaboré avec la justice. Mais pour le poète assassin, cette sentence capitale n'est qu'un nouveau défi créatif à relever. Épilogue. La guillotine créatrice. Ces dernières semaines passées dans le cachot des condamnés à mort, elles ne me quittent plus jamais, ni le jour, ni la nuit. Dans cette cellule glaciale et humide, Lassner achève fébrilement la rédaction de ses mémoires complètes. Je continue de transcrire chaque page révélant les mécanismes secrets de sa fabrication par cette société qui l'exècre. Quand Victor Hugo en personne intervient auprès du roi Louis-Philippe pour obtenir sa grâce, Lassner oppose un refus catégorique à toute intervention. Ma mort est absolument nécessaire à la perfection de mon œuvre, monsieur Lebray. Sans la guillotine, je reste un criminel ordinaire parmi tant d'autres. Avec elle, je deviens un symbole éternel pour les générations futures. Cette logique purement macabre, mais d'une cohérence parfaite dans son système de pensée. 9 janvier 1836, 6 heures du matin. Barrière Saint-Jacques sous un ciel d'hiver plombé de nuages noirs. 20 000 spectateurs se massent dans le froid glacial malgré l'heure matinale. J'ai personnellement accompagné Pierre-François Lassner jusqu'au pied de l'échafaud dressé pour lui. Il portait sa redingote bleue à col de velours, celle de ses plus beaux jours mondains. Calme, parfait, démarche assurée, regard clair jusqu'au bout. Ces dernières paroles prononcées publiquement résument parfaitement toute sa philosophie de l'existence. J'arrive à la mort par une mauvaise route, messieurs, mais j'y monte par un escalier de bois. 6h37 précise. La lame de la guillotine tombe d'un coup sec. Fin de Pierre-François Lassner l'homme. Mais moi, Augustin Lebray, greffier de son vivant et témoin direct de sa mort, je peux témoigner devant l'histoire qu'il avait parfaitement réussi son pari impossible. Il avait définitivement inventé la figure moderne du criminel intellectuel. Cette figure nouvelle allait hanter tout le mouvement romantique européen pour les décennies à venir. Et moi, greffier Augustin Lebray, je ne dors plus jamais sans entendre résonner sa voix dans mes cauchemars.
Pierre-François Lacenaire s'est éteint en ce matin d'hiver de 1836. Mais il nous a laissé un héritage bien plus terrible que tous ces crimes réunis. La preuve absolue que l'intelligence humaine peut délibérément choisir le mal, volontairement, lucidement, et avec une redoutable efficacité. C'est exactement pourquoi son ombre plane encore aujourd'hui sur notre époque troublée. Un monstre en redingote qui continue de nous tendre un miroir particulièrement dérangeant, celui de nos propres abîmes intérieurs. Si vous voulez découvrir d'autres destins historiques où le crime se mêle intimement à la psychologie et à la littérature, je vous invite à explorer mes autres enquêtes documentaires. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine plongée dans l'abîme. Je suis la comtesse de l'ombre. J'ouvre pour vous les portes de ces ténèbres fascinantes. Et dans l'ombre, je veille